Bonjour à tous, bienvenue sur le premier webinaire nutrition, 1er webinaire qui fait partie d'une série de webinaires sur cette année 2023. Donc cette année, même ce mois-ci, le premier webinaire a pour objet de discuter sur les interventions en nutrition en Normandie. Et donc le premier webinaire a pour objet intervenir en nutrition, les critères qualité. Bienvenue, je vois que les gens se connectent petit à petit. Donc, nous allons commencer. Donc, je me présente, donc Christelle Camus, je suis chargée de projet à Promotion Santé Normandie. Et donc, sur les 3 webinaires nutrition, donc le premier sur intervenir en nutrition, les critères qualité. Donc ensuite, nous aurons un webinaire le 7 novembre pour échanger sur la nutrition chez les jeunes dans et hors milieu scolaire, comment on intervient. Et un 3e webinaire le 7 décembre pour apprendre et échanger sur comment travailler les partenariats en nutrition. Je vous indique par ce diaporama l'objet de ce premier webinaire et ensuite je pourrai vous présenter les différents intervenants du jour. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intervenir en nutrition, les critères qualité? En fait, l'idée, c'est de pouvoir échanger un petit peu sur les ingrédients à la réussite d'un projet de prévention en nutrition et de pouvoir voir cela selon différents angles. Donc, l'angle projet, est-ce que j'ai bien suivi les étapes de développement du projet me permettant d'avoir un projet de qualité? Sur les interventions elles-mêmes dans le cadre du projet, quels sont les ingrédients à la réussite des interventions. Donc pour cela, nous aurons plusieurs intervenants qui vont présenter des ressources pour évaluer tout ça. Et donc, nous avons aussi un aspect critère qualité vis-à-vis des recommandations en nutrition et en promotion de la santé. Donc, je vais demander aux intervenants d'allumer leur caméra s'ils le peuvent. Donc, en introduction, l'ARS Normandie présentera les enjeux d'intervenir en nutrition au niveau de la santé publique. Ensuite, nous aurons Andrea Sani de l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes qui présentera le site ressources savoir d'intervention, donc qui a différents volets, il va nous exposer tout ça. Nous avons Lucie Visconti, chargée de projet documentaire et pédagogique à Promotion Santé Normandie, qui présentera différents outils à utiliser et comment choisir ces outils d'intervention. Et nous avons le CHU de Nancy avec Élise Colson et Madeline Voyen qui présenteront le site pour évaluer ces projets en nutrition, donc le site Evalin. J'évoquais les critères qualité, donc en fait, au niveau de la méthodologie de projet, donc j'ai exposé ici un diagramme rappelant les différentes étapes, donc allant de l'évaluation, le diagnostic initial pour monter son projet, donc tout ce qui est conception du projet, définir ses objectifs et prévoir et planifier ses actions. Donc ensuite, nous avons l'étape de réalisation des actions et de mise en œuvre et l'évaluation pour clôturer. Mais en fait, l'évaluation est même sur les différents niveaux. Je pense que CHU de Nancy pourra nous expliquer tout ça lors de son intervention. Hop. Agir en promotion de la santé, oui. Donc, on va partir sur différents éléments de définition pour pouvoir échanger sur une même base. Donc, la promotion de la santé est un concept de santé positive qui met en valeur les capacités personnelles, sociales et physiques de chacun. Donc, la santé est envisagée comme une ressource de la vie quotidienne qui ne s'entretient pas seulement par des modes de vie sains ou des soins. Quand on parle de prévention santé, on parle d'un ensemble d'actions menées dans le but d'améliorer la santé de la population. Et l'objectif est d'éviter l'apparition de troubles ou de maladies qui pourraient affecter la population et de faire progresser ainsi l'état de santé général. La promotion de la santé appliquée à la nutrition, c'est le processus qui confère aux populations les moyens d'optimiser leur alimentation
et de faire des choix éclairés en nutrition, donc sur le boire, manger, bouger. Je vais rapidement présenter, une ressource, régionale, donc qui est, les 11 commandements en promotion, de la santé. Je vais partager, la vidéo pour vous montrer avec, différents axes pour, agir. Excusez-moi. Pour prévenir et promouvoir la santé, voici une méthode en 11 points pour vous permettre d'être plus efficace. Interagir avec son public est bien plus efficace que de simplement lui communiquer une information. Pour cela, n'hésitez pas, créez des rencontres, des théâtres forums, des groupes de réflexion, etc. etc. Agissez sur tous les facteurs psychosociaux et environnementaux qui renforcent la vulnérabilité de l'individu. Famille, école, amis. Par exemple, intervenez en milieu scolaire et combinez cela avec des programmes de soutien aux parents. Faites appel aux émotions à bon escient. Utilisez l'humour ou le récit pour accrocher l'attention de votre public. Donnez-leur du concret, par exemple le numéro de téléphone d'un service d'aide ou un site internet. Bref, soyez captivants. Gardez toujours le contact. Intervenez régulièrement tout au long de l'année et sur plusieurs années. Petite enfance, primaire, préado, ado, adulte, de la bientraitance à la réduction des risques. À chaque âge, adaptez votre discours. Tenez compte des profils et des besoins et optez vos activités en groupe ou individuellement, d'autant plus pour les personnes qui en ont le plus besoin. Parlez de réduction des risques plutôt que d'abstinence aux produits. Bannir les approches moralisatrices, mettre de la confiance dans la relation. Choisissez un champ lexical positif et constructif. Impliquez votre public dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de vos actions de prévention. Ceci renforce la prise de conscience et facilite les changements de comportement. Impliquez l'entourage, aidez-les à poser les limites et favoriser des comportements plus sains. Partagez vos initiatives et collaborez avec d'autres pour varier les approches. Améliorez et ajustez vos actions au fur et à mesure de la démarche, en fonction des besoins et des moyens à disposition. En appliquant ces 11 principes auprès de ton public, plus facilement tu réussiras. Partager, le diaporama. Alors, moi, je suis Emmeline Châtre, je suis chargée de mission de prévention à l'Agence régionale de santé, à la direction de la santé publique, et au sein de l'unité prévention des maladies chroniques, hein, qui est coordonnée par Thomas Auvergnat et qui comprend, un certain nombre de thématiques dont, les addictions, l'éducation thérapeutique du patient, les cancers et bien sûr la thématique, nutrition. Donc je m'occupe de cette thématique, en lien avec, madame Hélène Briffaut, et qui est retenue aujourd'hui pour une autre réunion, et qui s'occupe préférentiellement du volet, alimentation et moi je m'occupe, particulièrement du volet, activité physique. Donc juste pour, vous rappeler, que sur, le volet nutrition,
On travaille le volet alimentation et activité physique, comme nous le rappelle, hein, le plan national nutrition santé. Et voilà, on essaye d'avoir une approche globale, même si effectivement il y a certaines spécificités thématiques. Juste pour vous indiquer que c'est un déterminant majeur de santé, parce qu'à la fois, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière est facteur protecteur, gage de préservation d'un bon état de santé général, et à l'inverse, une mauvaise nutrition, avec des apports inadaptés, et trop de sédentarité ou un niveau d'activité physique insuffisant, facteur de risque de maladies chroniques. Cette diapositive, pour vous indiquer qu'en prévention, promotion de la santé, on a des possibilités d'action qui sont centrées sur les conditions de vie des individus principalement, et qu'on arrive en prévention primaire bien avant l'apparition des maladies. Qu'on travaille pour mobiliser un grand nombre d'acteurs, et on prend en compte l'ensemble des dimensions socio-économiques, culturelles et environnementales des personnes, pour voilà, pour avoir des effets sur cette thématique. Ensuite, je vais pas vous détailler l'ensemble des chiffres, hein, vous pourrez visionner le diaporama. Je voulais juste rappeler le poids en termes de santé publique en France lié à la thématique nutrition. Donc, on parlait de maladies chroniques. En premier lieu, on peut citer les cancers, hein, toujours première cause de mortalité chez les hommes, deuxième cause chez les femmes, mais également les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, l'ostéoporose et bien sûr d'autres maladies qui ont quand même un poids humain, social et économique important, donc tout ce qui est pathologie digestive, ostéo-articulaire, thyroïdienne, etc., etc. Je voulais rappeler également qu'on a une association qui est démontrée entre consommation d'aliments à indice glycémique élevé. Par exemple, c'est tous les produits sucrés ou transformés, et l'apparition de troubles anxio-dépressifs. Donc, c'est à savoir. Et en termes d'habitude de consommation des Français, d'habitude de vie, on peut noter qu'on a encore une marge de travail assez importante parce qu'on a 43% des Français qui mangent plus de 5 fruits et légumes par jour, et seulement 36% qui font les 30 minutes d'activité quotidienne recommandée. Alors pour illustrer mon propos en ce qui concerne les cancers, je vous ai indiqué ce graphique-là pour montrer qu'effectivement les problèmes d'alimentation et en conséquence de surpoids et d'obésité arrivent en deuxième position, juste après les conduites addictives, donc tabac et alcool, pour l'estimation des causes imputables au cancer. Bon, après tout ça, on a quand même des bonnes nouvelles parce qu'on a des leviers importants, et notamment l'activité physique. L'activité physique, on en parlait en prévention primaire, mais également en prévention secondaire. Je vous ai mis ici un livre de l'INSERM qui indique que la prescription d'activité physique a des effets thérapeutiques prouvés dans un certain nombre de pathologies chroniques. Elles sont indiquées ici. Et c'est ce qu'on appelle, hein, le sport sur ordonnance prescrit par tout médecin qui intervient dans la prise en charge d'un patient. Je vous indique également que sur l'activité physique, lorsqu'on a eu un cancer, on a un impact important lorsqu'on pratique une activité physique dans la diminution des rechutes. Donc, c'est très documenté en ce qui concerne le cancer du sein. Vous pouvez voir le graphique ici où on a des résultats vraiment intéressants. Alors, au niveau de l'Agence régionale de santé, on intervient en déclinaison du programme national nutrition santé, donc qui a été publié en 2019 et qui a été travaillé avec un certain nombre d'autres plans au niveau interministériel, dont la stratégie nationale sport santé, hein. C'était une publication aussi en 2019 qui traite également du volet activité physique.
Bon, alors le PNNS, vous connaissez. Je vais juste vous retracer ici quelques grands objectifs, notamment en ce qui concerne le statut nutritionnel. Un des objectifs, c'est de diminuer le surpoids et l'obésité à la fois chez les adultes, donc de 15%, et chez les enfants et ados de 20%. On a également un pourcentage de réduire un objectif de réduction des personnes dénutries, qu'elles soient à domicile ou en institution. Sur le volet activité physique, on a comme enjeu d'augmenter à 80% la part de population adulte pratiquant les 30 minutes d'activité physique modérée recommandée, hein, sur les 5 jours par semaine, et de réduire de 20% les adultes qui restent plus de 3 heures assis devant les écrans, hors milieu professionnel bien sûr, dans la journée. Donc c'est toute la dimension sédentaire qu'il faut diminuer. Sur les consommations alimentaires, donc ça va être diminuer les consommations de sel, et puis d'interrompre la croissance de produits ultra transformés, hein. Donc c'est à limiter avec des objectifs quantifiés par année. On a également comme objectif d'augmenter la consommation de produits bio, donc c'est 20% pour tout le monde. Également des objectifs d'augmenter l'allaitement maternel, à la fois en pourcentage d'enfants allaités à la naissance, mais également sur la durée de l'allaitement médian. En termes d'outils, vous devez connaître ce type d'affiche, hein, il en existe d'autres, mais le PNNS cette année, enfin pour ces années-là, a été sur des recommandations d'augmenter la quantité de certains produits, hein, notamment les légumes secs, les fruits et légumes, les fruits à coque, l'activité physique. Et puis d'aller vers une consommation un peu plus importante d'autres produits comme tout ce qui est pain complet, riz, pâtes complets, et cetera. Et puis voilà, bon, je vais pas trop détailler ce graphique-là parce que c'est des outils que vous connaissez bien. Et puis on est aussi sur la réduction de certains aliments donc qui sont moins favorables à la santé, mais également réduction de la sédentarité. Alors au niveau national, quelques actions notables à souligner, hein, c'est la mise en place du Nutri-Score qui est maintenant largement connu, hein, et qui permet d'aider le consommateur à choisir les aliments plus favorables à la santé. De diminuer pour la diminution du sel au niveau national, il y a eu des travaux qui ont été faits avec les fédérations de boulangers. Des travaux également pour inciter les gestionnaires de distributeurs automatiques à proposer des aliments plus sains et des boissons plus saines pour la santé. Il y a également des travaux sur la substitution des plastiques dans la cantine et puis des propositions pour lutter contre la sédentarité dès le plus jeune âge, notamment avec les 30 minutes d'activité physique à l'école au quotidien. Et puis le développement de mobilité active, donc pour les plus courts trajets, éviter d'utiliser la voiture. Donc on a le plan vélo, et cetera, qui se sont mis en place. Alors juste pour vous préciser, quelques actions mises en place là au niveau régional en Normandie, pour toutes les structures qui souhaitent travailler sur la précarité alimentaire et notamment la mise en place d'ateliers cuisine à destination des publics les plus précaires. On a un dispositif nutrition précarité qui permet de donner des outils et de former des personnes qui souhaitent mettre en place ce type de projet. On a des actions qu'on souhaite soutenir au niveau régional en milieu scolaire auprès des plus jeunes, comme par exemple l'école du goût, qui a une dimension globale, hein, qui associe à la fois l'éducation au goût, mais aussi les questions de gaspillage alimentaire, développement durable. On a des actions aussi qui visent à promouvoir l'allaitement, à la fois pour les bienfaits pour la mère et pour l'enfant. Et puis, on travaille beaucoup pour le développement de possibilités d'activité physique. Donc, sur des programmes qui touchent les jeunes, notamment des dispositifs ICAP, c'est intervention auprès des collégiens centrés sur l'activité physique et la sédentarité. C'est des programmes
probants, hein, qui leur efficacité et qui visent à réduire la sédentarité des jeunes et aussi augmenter leur activité physique sur le temps du collège. On travaille également aussi pour soutenir toutes les actions d'activité physique adaptée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes atteintes de maladies chroniques, hein, on a des résultats très intéressants. Donc, on développe beaucoup ce type de programme. Et une autre action notable en Normandie, mais comme partout au niveau national, c'est le déploiement des maisons sport santé. Donc, on en a 30 actuellement en 2023 qui sont référencées. La plupart seront habilités d'ici 2024. C'est un dispositif issu de la stratégie nationale sport santé qui vise à remettre à l'activité physique les personnes qui sont les plus éloignées. Donc, on parle des malades chroniques, mais également d'autres types de publics très éloignés de la pratique. Avant de passer la parole et en dernière diapositive, je vous ai laissé des ressources, à la fois au niveau national avec, des sites de référence, hein, Manger Bouger pour le PNNS, Santé publique France, le réseau d'acteurs PNNS et l'ANSES et puis d'autres, ressources en Normandie comme le site Sport Santé Normandie qui permet, à quelqu'un qui cherche une activité physique, selon sa situation, par exemple de maladie chronique et cetera, de trouver au plus proche de chez lui, les clubs qui pourraient l'accueillir avec, des personnes qui sont formées, pour prendre en charge, des personnes en situation de maladie chronique. Et également le site de Promotion Santé Normandie, qui regroupe tout un tas de ressources, notamment des référentiels pour, agir en milieu scolaire, le dispositif nutrition précarité dont je vous parlais et puis, la veille réglementaire. Et bah, du coup, merci beaucoup, Christelle, pour cette invitation. Moi, je vais vous présenter donc un site qui s'appelle Savoir d'intervention, qui est voilà, un site qui a vocation à faciliter l'accès aux données probantes sur plusieurs thématiques en promotion de la santé. C'est un site qui a été conçu dans le cadre du dispositif Émergence, donc à l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un dispositif qui est porté par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien financier de l'ARS de notre région et qui s'appuie aussi sur un réseau de partenaires. Or, parmi les objectifs de ces dispositifs, il y a effectivement l'amélioration de la qualité des pratiques en promotion de la santé par la mobilisation de la recherche et les transferts de connaissances. Et avant de rentrer peut-être dans le détail du site ou de vous faire une présentation, je voudrais juste dire quelques mots introductifs sur les transferts de connaissances en promotion de la santé. Donc, je m'excuse, hein, peut-être que je vais dire des choses que vous savez déjà et je vais être quand même assez théorique sur cette première petite partie de mon intervention, mais il me semble important pour comprendre en tout cas d'où les sites il vient, comment il a été construit et aussi à quel besoin on veut répondre. Donc, si euh, on vient un peu à l'origine du dispositif émergence en tant que dispositif de transfert de connaissances, on peut dire qu'il est parti plutôt de deux constats. En premier lieu, l'effet que, en matière, de manière générale, en matière de santé, les chercheurs s'attachent souvent majoritairement à comprendre certains problèmes, à évaluer ce qui pose problème effectivement en termes de santé et beaucoup moins souvent à chercher des solutions. Or, il est essentiel de comprendre les problèmes, leurs déterminants, parce que c'est déjà un pas qu'on fait vers carrément la solution de ces problèmes, mais cela ne suffit pas, par exemple, à savoir comment agir efficacement. On peut dire, par exemple, que dans les cadres d'action sur, par exemple, le développement des CPS ou même voilà, de la nutrition, puisqu'on est en train de parler de cette thématique, il est très important, par exemple, de impliquer les parents, puisque si on ne les implique pas, cela va
poser éventuellement toute une série de problèmes, mais voilà, on ne sait pas trop effectivement comment on peut s'y prendre. Et du coup, on a de l'autre côté les acteurs des terrains qui vont expérimenter au quotidien des solutions par les biais des interventions qu'ils mènent. L'autre constat, c'est aussi que dans les domaines de la santé, de la promotion de la santé, mais comme dans d'autres domaines aussi, on pourrait dire, on a d'un côté tout ce que disons, dans la théorie du transfert des connaissances sont appelées les connaissances explicites, qui sont celles qui sont issues de la recherche scientifique. Elles sont explicites parce qu'elles sont formalisées via des rapports, des articles, etc. De l'autre côté, on a plutôt des connaissances tacites qui se réfèrent donc aux connaissances de professionnels qui ont accumulé des connaissances via leurs expériences et leur savoir-faire, mais qui ne sont pas toujours voilà, extériorisées, formalisées pour être partagées. Dans ces domaines-là, on voit du coup dans le domaine de la santé que l'articulation entre ces deux type de connaissances explicites et tacites n'est pas toujours évident, que les savoirs issus de l'expérience professionnelle ne sont pas forcément partagés et que les savoirs issus de la recherche sont certes explicites et disponibles, mais ne sont pas facilement toujours accessibles, on ne sait pas souvent où chercher, où on n'a pas forcément le temps, avec effectivement ces points de vigilance, c'est-à-dire que l'accès aux connaissances ne garantit pas leur utilisation. Donc, c'est pour résoudre, disons, ces types de problèmes-là que les transferts de connaissances, de manière générale, est né dans les champs de la promotion de la santé et qui est vraiment un ensemble de fonctions, un processus qui met à lien et qui va articuler les connaissances qui sont issues effectivement de la recherche et les connaissances qui sont issues de professionnels de interventions. De manière générale, on peut les définir avec les MIR comme un processus continu qui va impliquer plusieurs acteurs qui jouent à leur tour un rôle dans la production, les relais et l'utilisation de connaissances. Et c'est dans ce sens-là que ces processus contribue à la production de données probantes sur l'intervention. Alors, vous pourrez retrouver peut-être de manière plus détaillée tout cela, par exemple, dans la note pédagogique sur les données probantes en promotion de la santé qui a été publiée par l'AFNE. Ça, si vous voulez, je vous donnerai, mais vous pourrez le trouver facilement par rapport à ces aspects théoriques de données probantes. Donc, c'est vrai que quand on parle des données probantes, de manière générale, ne serait-ce que parce que l'expression est la même, on pense à les données scientifiques issues des essais contrôlés randomisés. Alors, on sait que en promotion de la santé, bon, ne serait-ce que par tous les déterminants qui interviennent dans ces contextes-là, c'est pas si facile de les mettre en place et du coup, les données probantes, elles sont quelque chose de beaucoup plus articulé qui va se nourrir de plusieurs éléments. Alors, d'un côté, on a tout ce qui sont les données scientifiques, hein, les connaissances explicites que j'évoquais tout à l'heure, donc les revues de littérature, les rapports, etc., les recommandations et les synthèses, mais aussi tout ce qui relève de l'expérience issue des professionnels via, par exemple, des capitalisations, mais aussi vraiment de recueil des savoirs. Et ce sont ces données-là, effectivement, qui sont utiles finalement à la pratique pour mettre en place de programmes qui sont basés sur des critères de qualité parce qu'ils vont conjuguer effectivement les recommandations issues de la littérature scientifique avec les savoirs des professionnels qui peuvent illustrer comment on peut s'y prendre pour répondre à ces recommandations et les mettre en place. Donc, c'est dans ces cas-là que, dans le cadre du dispositif émergence, on a mis en place la démarche
qu'on appelle à la croisée des connaissances et qui est celle qui donne lieu au site. Alors, de manière très rapide, donc il y a toute une recherche bibliographique qui est effectuée, voilà, sur les grandes recommandations, les données scientifiques, etc. Des ateliers qui sont animés dans les différents départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans lesquels on invite des professionnels qui mettent en place déjà des actions sur cette thématique, et on va recueillir leur savoir et ensuite formaliser effectivement au niveau du site, donc savoir d'intervention. Comme je vous disais, donc, les sites ils se présentent de cette manière, avec pour le moment 3 entrées thématiques, donc sur les écrans, les compétences psychosociales et la nutrition, avec un espace thématique sur la santé sexuelle qui va bientôt sortir. Alors, comment cela marche? Donc, je suis quelqu'un qui veut peut-être mettre en place une action sur la nutrition. Donc, j'ai choisi effectivement mathématiques, la nutrition, et je vais trouver donc les 6 stratégies probantes qui ont été reconnus par la recherche scientifique et qui sont déclinés ensuite en plusieurs leviers d'intervention. Alors, avec petite parenthèse, je ne vous ai pas dit dans ma prémisse que cet espace thématique nutrition est autour des actions sur un public 0-25 ans. Donc, en termes de stratégie, on trouve effectivement, un peu comme cela a été évoqué aussi dans la petite vidéo que tu nous as montré, Christelle, donc l'implication de l'entourage, en particulier l'implication des parents, ne serait-ce que parce qu'effectivement, les milieux familiales, c'est un déterminant qui a une influence entre le mimétisme parent-enfant sur les comportements des enfants, des actions sur les environnements, c'est-à-dire que du coup, il s'agit là de mettre en œuvre des actions qui permettent et qui favorisent de comportements favorables à la santé, parce que effectivement, si on dit à des parents que leurs enfants ils devraient faire de l'activité physique en extérieur plutôt que passer leur journée face aux écrans, mais que ces familles elles habitent dans des quartiers où finalement les parents ils sont plus sereins en les sachant à la maison plutôt qu'à l'extérieur, effectivement, il y a des choses à mettre en place de ce côté-là. Mise en œuvre d'activités interactives, c'est une autre stratégie qui a été repérée et qui fait référence au fait, un peu comme il a été évoqué tout à l'heure, que tout simplement informer de manière descendante en donnant des informations, des éléments, ça va pas du tout suffire, mais qui est important de mettre en place des activités qui permettent d'expérimenter et de mieux intégrer effectivement les messages aussi de santé ou des pratiques positives de manière quotidienne. On a ensuite la stratégie sur les actions dans la durée et les interventions répétées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas se concentrer sur des actions, comme on dit, one shot ou ponctuelles, mais vraiment d'aller intervenir plutôt sur le long terme. Et même là où, effectivement, parce qu'après, il y a le principe de réalité aussi, on n'a pas la possibilité de, en tant qu'acteur, actrice de terrain, de mettre en place beaucoup de séances, même si on met en place quelque peu de séances, de les penser pour favoriser ensuite la mise en routine de ces comportements favorables à la santé. Intervention précoce en milieu scolaire, c'est-à-dire parce que déjà agir dans le plus jeune âge, c'est un levier quand même reconnu et efficace au niveau de la promotion de la santé de manière générale. Vous voyez qu'il s'agit vraiment de stratégies qui sont assez transversales à la promotion de la santé. Et ensuite, voilà,
comme il a été cité au niveau du PNNS, l'articulation entre alimentation et activité physique, de ne pas réduire la question de la nutrition à la simple alimentation, ni l'activité physique à la simple activité sportive, mais être vraiment dans une approche qui est beaucoup plus large. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'une fois qu'on a dit tout cela, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous, la plupart des personnes connaissent déjà ces recommandations et ça ne leur apprend rien en particulier. Et l'idée, c'est effectivement OK, une fois qu'on a dit tout cela, comment on s'y prend? Je vous fais l'exemple. Par exemple, on peut dire, du coup, au niveau de mon action, je trouve ça intéressant d'aller faire une action sur les environnements. En cliquant sur la stratégie, j'arrive sur une série de boutons qui correspondent à des leviers. Ces leviers, comme par exemple intervenir auprès des structures d'accueil, sont ensuite un peu plus déroulés et on explique, voilà, à partir des éléments des littératures, mais aussi des éléments qu'on a pu recueillir au niveau des différents ateliers, du coup des savoirs des professionnels, comment des possibilités de mise en place, par exemple, pour intervenir auprès des structures d'accueil. Là, on voit, par exemple, inscrire la nutrition dans le projet de l'établissement pour faire en sorte que voilà, cette question-là soit prise en compte de manière transversale, cohérente et pérenne et qu'elle ne soit pas envisagée comme une énième chose à faire en plus à côté, par exemple, si on est dans une école, à côté des programmes scolaires, c'est qui va ce qui implique de mettre en cohérence effectivement les différents professionnels de la communauté éducative et par exemple, voilà, il y a les petits exemples d'un établissement qui avait comme projet l'école des pays. Effectivement, la nutrition peut bien s'inscrire facilement dans différentes thématiques qui sont abordées au niveau des programmes et de l'école. Toujours dans la page d'accueil de la partie de l'espace thématique sur la nutrition, vous trouvez ensuite tous les ressources documentaires, donc tous les ressources qui ont fait partie, donc qui sont issues de cette recherche documentaire qui a été faite, dans laquelle vous trouvez à la fois des éléments scientifiques, à la fois de capitalisation et aussi les liens pour les sites, ou les liens vers les sites Evaline, dont voilà, vous parlerez tout à l'heure. Donc, comment les sites peuvent être effectivement utilisés? Donc, c'est un peu toute la première diapo que tu avais montré, Christelle. Donc, il est intéressant effectivement dans ces étapes du cycle de vie d'un projet. Voilà, une fois qu'on a analysé la situation, choisi les priorités, il peut, et qu'on a défini voilà, aussi un objectif général, il peut aider à identifier les objectifs spécifiques autour desquels on veut se concentrer. Au niveau du choix des leviers, de voir comment ces objectifs peuvent être opérationnalisés et aussi déjà être un appui dans la planification parce qu'ils montrent aussi les différents à quel moment du calendrier et du projet et quelles ressources on va éventuellement mobiliser. Il peut jouer un rôle aussi aux côtés de l'évaluation d'un point de vue, disons, d'une évaluation théorique. J'ai déjà une action qui est mise en place. Je peux aller voir si par rapport voilà, aux grandes recommandations et aux choses que je mets en place, c'est quelque chose qui fait écho. Je voulais détailler quelques leviers, j'ai déjà parlé de celui-là, donc je vais passer pour ne pas prendre trop de temps non plus et laisser l'espace à des questions. Donc, par exemple, au niveau de la mise en œuvre des activités interactives, donc il y a cette stratégie voilà, que j'évoquais tout à l'heure.
ce qui est intéressant, c'est par exemple de mettre en place des activités interactives et ludiques autour de la nutrition. Après, là, je reste vraiment dans un niveau général. Dans les sites, vous trouvez des éléments, voilà, des pistes un peu plus concrètes, mais ça peut être des ateliers autour du goût, mais aussi, par exemple, des activités, c'est ce qui émerge au niveau de la littérature, mais aussi des expériences des professionnels, des activités au niveau de l'écoute de son corps et des émotions. Par exemple, on sait qu'apprendre à écouter son corps, ses propres émotions, est fondamental aussi dans un rapport équilibré au niveau de la nutrition. Au niveau de la littérature scientifique, on sait désormais que la question des émotions peut avoir une place dans les mécanismes, par exemple, de régulation faim-satiété. Il est possible, effectivement, donc d'associer, ça c'est un exemple que je vous montre, des activités physiques à des moments de réflexion, d'échange aussi sur les sensations éprouvées, ce qui permet effectivement de se reconnecter aussi avec son propre corps, mais d'apprendre aussi l'activité physique comme quelque chose dans le corps a besoin plutôt qu'en termes de quelque chose qu'il faut faire, imposer et qui fait pas sens peut-être pour un enfant si c'est imposé de manière directive. Au niveau de l'implication des parents, on a toute une série, là j'évoque juste certains leviers. Il y a toutes les questions de aller vers qui peut être à la fois physique par rapport, par exemple, à certaines situations où, toujours dans un projet, par exemple à l'école, si les parents ils sont pas à l'aise pour voilà, faire le lien avec l'école parce qu'il y a des tensions. Ça peut être intéressant, par exemple, de se greffer voilà, en partenariat avec de fait des quartiers. Il y a l'allèvert aussi financier, de faire en sorte que cela n'engendre pas de coûts pour les parents, et un allèvert plutôt global, c'est-à-dire aussi de s'adapter aux disponibilités de parents aussi en termes d'horaire au moment dans lesquels on propose les activités. L'effet de s'appuyer sur les liens parents-enfants, souvent difficile, quelque chose qui est fait remonter par les professionnels de effectivement pouvoir faire venir les parents. Par exemple, là encore à l'école, ça peut être intéressant. Je donne juste un exemple de faire réaliser des choses aux enfants et créer ensuite, au niveau de ce qui est fait remonter par les professionnels, des expositions, des petits spectacles, de petits documentaires qui sont ensuite présentés aux parents et qui vont effectivement les rapprocher par les biais de la valorisation de ce qui a été produit par leurs enfants à ensuite des temps plus de voilà, de sensibilisation, de promotion au niveau de la nutrition avec les familles. La question de la posture bienveillante, qu'est-ce que ça veut dire finalement, ce qui est fait remonter la plupart des fois, c'est effectivement de ne pas se poser comme sachant et surtout de être dans une posture qui vise quand même à valoriser aussi les compétences des parents et de ne pas être dans une posture là aussi prescriptive, culpabilisante, qui dirait cela n'est pas bien pour vos enfants, alors, sachant qu'on n'est pas en train de ne pas parler de situations extrêmes. Le fait de proposer des activités simples, accessibles, de ne mettre pas les parents en échec, parce que cela peut en tout cas interrompre, disons, l'implication des parents dans les activités. Et voilà, la question de la valorisation qui peut se faire aussi souvent via la co-animation, par exemple, des temps ensemble, là où il y a des parents qui sont disponibles. Ce n'est pas toujours le cas, mais il peut y avoir aussi des occasions où il y a des parents effectivement qui sont disponibles pour ces genres d'activités. Voilà, de proposer des activités où sont les parents qui accompagnent par exemple les enfants dans les cas de balades dans des jardins, si c'est pas en forêt, des visites à la ferme, des activités qui sont accompagnées. Ce qui est important aussi de retenir, c'est la question de la littératie en matière de santé.
c'est-à-dire voilà, toutes ces compétences qui permettent de effectivement adopter de manière autonome et faire des choix et comprendre aussi quelles sont les options pour sa propre santé et donc vraiment s'adapter à la littératie, prendre le temps d'expliquer les objectifs des actions, de se rendre disponible au questionnement et de s'appuyer souvent aussi sur les pairs dans les cas que ce soit les parents, que ce soit les enfants. Ce qu'on peut retenir en conclusion de manière générale, c'est vraiment, mais comme tu le disais, Christelle aussi, dès le début, cette approche positive et globale qui consiste à centrer l'action sur la santé globale plutôt que sur les questions de poids, de prêter attention aux termes qu'on utilise dans les programmes, éviter des termes stigmatisants, culpabilisants et choisir voilà, des messages qui sont motivants et qui vont développer la capacité à agir et de travailler aussi avec les représentants des groupes visés, voilà, qu'il s'agisse des publics, des parents qui sont finalement eux aussi un public pour mieux intégrer dans la réflexion les contraintes. Cette approche de manière générale implique l'effet que pour qui intervient en nutrition, c'est important de prendre en compte l'effet que les approches trop culpabilisantes, trop prescripteurs et de manière générale la stigmatisation peut avoir sur la santé. On voit par exemple que historiquement, les campagnes de prévention, par exemple du surpoids et de l'obésité, sont beaucoup axées sur la responsabilité individuelle, ce qui a institué effectivement souvent dans la pensée commune, comme les notes Jean-Pierre Poulin dans sa sociologie de l'alimentation, une sorte de nosographie de la délinquance alimentaire qui a des fortes implications morales aussi. Les mauvaises personnes mangent des choses mauvaises, les bonnes personnes mangent des choses bonnes. Et cela implique voilà, toute une sorte de des phénomènes comme par exemple la discrimination pondérale ou aujourd'hui on parle de grossophobie aussi qui peut conduire à des phénomènes d'harcèlement à l'école aussi éventuellement et qui sont un frein au niveau aussi de la personne qui en fait l'objet d'un frein dans l'adoption de conduites des comportements qui seraient positifs pour leur santé. Parce que si un enfant il est stigmatisé voilà, à l'école parce que il correspond pas, son corps il correspond pas aux normes souhaitées, bah, c'est clair qu'il sera plus difficile pour lui de aller faire du sport parce que voilà, au moment de vestiaire, il peut y avoir effectivement des situations qui sont pour lui désagréables et du coup, il sera freiné aussi dans toute une série de comportements. Et ça, c'est quelque chose qui émerge vraiment au niveau des ateliers qu'on a pu animer. Et qui du coup, globalement, ce qui est important aussi et qui fait partie de quelque chose qui est recommandé aussi au niveau de professionnels, c'est de développer ce que nous, dans le jargon, disons, promotion de la santé, on appelle compétences psychosociales, mais qui peuvent être appelées autrement aussi, qui sont des compétences qui favorisent la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. On a les compétences sociales, l'empathie, la coopération, les compétences émotionnelles, du coup la régulation de ces émotions, les compétences cognitives, la pensée critique, la pensée créative, travailler vraiment sur l'empathie avec les enfants, sur sur sa pensée critique pour lutter par exemple contre l'harcèlement scolaire, pour questionner aussi certains modèles de formes corporelles, pour questionner aussi ce qui est bien pour sa propre santé, travailler donc la conscience de soi, l'estime de soi. Ça permet donc de faire comprendre aussi aux enfants que en dépit de contraintes, en dépit de leur propre forme
corporelles, elles ont une valeur et que c'est vraiment en vertu de cette valeur qu'il est important qu'ils fassent des choix positifs et qu'ils puissent donc s'engager pour leur propre bien-être et leur propre santé. Bonjour à tous, moi je suis Lucie Visconti, donc je suis documentaliste à Promotion Santé Normandie et puis je vais vous présenter quelques ressources du territoire. Donc très rapidement, donc un point sur le réseau documentaire en Normandie. Ensuite, un rappel de la définition, c'est quoi un outil d'intervention en éducation pour la santé. La place qu'occupe un outil dans la méthodologie de projet. Ensuite, on va balayer très rapidement les critères de qualité d'un outil, enfin les critères surtout essentiels d'un outil. Et ensuite, comment on peut sélectionner des outils à partir de notre base de données Bebop. Et je ne peux pas passer ma diapo. Pourquoi? Voilà. Là, c'est la carte de notre réseau documentaire en Normandie. Vous retrouvez toutes les informations en allant sur notre site internet. Vous allez avoir accès aux coordonnées et puis aux personnes référentes dans ces structures. Mais voilà, juste pour savoir qu'il y a 2 centres de documentation sur notre région, 3 pédagothèques ainsi que 13 points des relais documentaires et pédagogiques. Donc, dans nos centres de ressources, on trouve beaucoup d'outils, des ouvrages et des documents de diffusion. Dans les pédagogues, on a aussi un large panel d'outils et de documents de diffusion. Et des points relais, c'est essentiellement des outils de référence et toujours ces fameux documents de diffusion. Alors, la rappel de la définition, donc c'est une définition de l'INPES, maintenant Santé publique France, qui date de 2005. Donc, un outil d'intervention en éducation pour la santé sont des ressources à la disposition de l'intervenant pour le travail sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dans le champ de la santé. L'utilisation de ces outils implique l'interaction entre l'intervenant et le destinataire. Andrea en a un peu parlé dans sa présentation et s'inscrit dans une logique de promotion de la santé. Et ensuite, voilà, tout ce qui va pouvoir vous aider à rendre le public participatif, ça a été déjà dit aussi précédemment, voilà, faire en sorte que les choses soient interactives et que l'outil n'étant pas qu'un instrument permettant de le faire. Oh mince, excusez-moi. Et donc, tout support est un outil pédagogique potentiel. Un énième schéma sur la méthodologie de projet. Donc voilà, vous voyez un petit peu toutes les étapes du projet, où en général, l'outil, la plupart du temps, intervient au niveau de la mise en place de l'action. L'action qui peut être une séance, mais évidemment, il est préférable d'avoir un ensemble de séances. Ça a été évoqué tout à l'heure également. Il est préférable d'avoir plusieurs séances. Mais après, l'outil peut aussi intervenir, pourquoi pas, pour une évaluation au niveau des connaissances de votre public. On peut tout à fait imaginer une autre utilisation de l'outil à une autre étape du projet. Et ce n'est pas marqué sur mon diaporama, mais effectivement, de toujours aussi valoriser l'action auprès des publics, c'est aussi très intéressant. Concernant les critères de qualité, donc ce sont des critères qui ressortent d'un référentiel de bonnes pratiques voilà, concernant les outils d'intervention en éducation pour la santé. Ce sont les critères dits essentiels. Il y a ensuite après des critères qu'on appelle importants et des critères mineurs. Là, voilà, vraiment, ce sont ceux qui ressortent voilà, comme étant essentiels de qualité pour un outil. Donc, une première partie concernant la qualité du contenu. On va retrouver évidemment que voilà, l'outil, voilà, ça concerne des sources, que les sources utilisées soient bien identifiées, que les informations soient bien d'actualité. Toute une partie sur que son contenu soit acceptable au regard de l'éthique, que ça soit cohérent au niveau des valeurs. Que le contenu soit pertinent par rapport au thème. Concernant la qualité pédagogique de l'outil, on va axer sur tout ce qu'au niveau de la construction pédagogique, que les objectifs soient bien annoncés, que les metteurs du discours soient facilement identifiables. Aussi au niveau de la compréhension de l'outil, voilà, que le niveau de difficulté soit adapté au destinataire.
Et pareil, que ça suscite aussi des interactions entre les participants. Concernant la qualité du support, un critère aussi essentiel, le support choisi soit pertinent par rapport au destinataire, au sujet traité, mais aussi aux objectifs annoncés. Concernant la qualité de la conception, justement, hein, que l'outil s'appuie sur une analyse des besoins des destinataires, voilà, au préalable. Et de façon, le dernier critère, hein, voilà, appréciation d'ensemble, qu'il y ait une adéquation de l'outil avec les objectifs énoncés, la raison d'être et les destinataires. Vous avez le lien justement pour avoir accès au référentiel dans le diaporama. Ici, vous retrouvez une grille, un extrait de grille d'analyse d'outils qui peut être utilisé justement pour identifier si l'outil correspond bien, soit bien un outil de qualité. Il y a plusieurs grilles, hein, c'est pour ça qu'on a mis juste un petit extrait. Ensuite, très rapidement, je vais vous présenter la base Bebop. Donc, en sélectionnant déjà des outils sur cette base Bebop, vous pouvez considérer que l'outil est de qualité, puisqu'il doit remplir certains critères pour être rentré dans cette base. Bebop, donc, c'est une base de données spécialisée en éducation et promotion de la santé. Elle est partagée, alimentée par différents centres de ressources en éducation et promotion de la santé, donc par les régions Bourgogne-Franche-Comté, de Normandie, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et la région PACA. Je vous ai mis la page d'accueil de cette base de données. Dans l'encart BIB, on va retrouver essentiellement tout ce qui va être ouvrage, rapport, articles de périodiques. Donc là, plutôt des ressources pour vous, pour les professionnels, monter en compétence sur la thématique ou sur le public. Et la base BOP, ça va être essentiellement sur les outils que vous pouvez utiliser avec les publics. Vous avez un petit carrousel à côté de la base BOP qui tourne quand on est sur le site. Et ensuite, vous avez en dessous des nouveautés donc BIB, de la base BIB, des nouveautés de la base BOP. Et sur le petit encart orange, ce sont toutes les productions du réseau. Donc, un exemple de recherche que vous pourriez faire sur cette base de données. Donc voilà, là, on imagine, on choisirait un jeu concernant l'activité physique et l'alimentation. Un autre critère en choisissant le public enfant, donc c'est vraiment un formulaire un peu classique, hein, où vous rentrez les items dont vous avez besoin. On est plusieurs régions à alimenter cette base de données. Donc, si vous voulez récupérer des outils dans notre base sur notre site de Rouen, je veux dire, il faut bien penser à sélectionner, sinon vous allez avoir beaucoup de résultats. Et si vous validez, vous constatez qu'on va avoir 67 outils qui correspondent à ces critères. Et si vous cliquez sur un des outils, vous allez avoir vraiment à quel public ça s'adresse et un petit résumé de l'outil, ainsi que tous les lieux où vous pouvez récupérer cet outil. Et ensuite, pour terminer, on vous a mis quelques exemples d'outils que l'on peut retrouver dans nos centres. Et également des outils que vous pouvez retrouver en ligne, notamment tout ce qui va être les capsules, donc là sur le thème de la nutrition du FRAPS. Donc les activités sont disponibles en ligne, comme le petit CABA 2.0 de nos collègues, de nos homologues de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine, qu'on peut retrouver en ligne, mais également à emprunter dans notre centre de documentation. Voilà pour les ressources. Bonjour à tous, donc moi c'est Élise Colson, je suis chef de projet à l'unité d'évaluation médicale et infirmière de formation et je suis accompagnée de ma collègue aujourd'hui. On a différentes missions, une mission d'évaluation, on va s'occuper de tout ce qui est les indicateurs de qualité d'établissement, mais également tout ce qui est évaluation de l'expérience et de satisfaction du patient. On a une activité autour de l'éducation thérapeutique puisqu'on a également unité transversale d'éducation thérapeutique et un travail sur le partenariat de soins avec patients professionnels de santé. Et on travaille notamment sur le projet Evalin.
Donc, juste pour vous montrer un peu le plan de la présentation de ce jour, on va présenter le guide Evalin en vous rappelant un peu le contexte, donc comment il a été créé ce guide, à qui il est destiné, quels sont ses objectifs, mais aussi des outils qu'on peut rencontrer dans le guide Evalin et les différentes fonctionnalités du site. Pour que ce soit un petit peu plus concret, on va après vous proposer un cas pratique, puis après on enchaînera sur les actualités de notre site et puis un temps de questions et d'échanges pour terminer. Donc, il faut savoir que le guide Evalin, il a été en fait créé dans le cadre d'une demande de la DGS en 2011, dans le cadre du PNNS 2011-2015. Donc, en fait, Evalin, c'est un projet qui a regroupé différents acteurs. Donc, au départ, on avait l'équipe projet, donc l'école de santé publique, l'université de Lorraine, et nous, donc l'unité d'évaluation médicale, aussi HCG aussi. Et il y a eu aussi un groupe de travail national en 2012 qui a été présidé par le professeur Briançon et composé de différents représentants de différentes instances comme l'INSERM, l'INPES, etc. Et Evalin, c'est donc un guide qui est présenté sous la forme d'un site internet d'accès libre et gratuit depuis 2012. Donc, vous avez le QR code sur la diapo, donc vous pouvez flasher le QR code pour accéder au site sur votre smartphone si vous le désirez. Donc, en fait, depuis 2017, nous, on organise régulièrement des formations en visioconférence à l'utilisation du site et on compte plus ou moins 250 personnes formées à l'heure actuelle. Donc, à qui s'adresse le guide? Donc, il faut savoir que c'est une cible qui est nationale. Chaque porteur de projet en nutrition ou en activité physique ou un professionnel qui intervient dans le champ de la promotion ou de l'éducation à la santé peut s'appuyer sur Evalin. C'est un guide qui se veut pratique et innovant et qui apporte une aide aux acteurs de terrain pour évaluer leurs interventions et c'est spécifiquement adapté à leur projet. Donc, ça peut vraiment fournir des outils clés en main. C'est un guide qui peut être utilisé à toutes les étapes d'un projet et il est aussi adaptable à différents types de populations ou environnements. Petite précision, c'est qu'en fait, le guide Evalin n'est pas du tout en lien ici avec la recherche. Les outils accessibles sur Evalin sont validés en amont par un comité d'experts, donc via la méthode Delphi, qui est un procédé participatif qui vise en fait à réunir un comité d'experts sur un sujet complexe pour faire émerger un consensus collectif et s'accorder sur la mise en ligne ou non de l'outil. Ou alors, ce sont des outils qui sont validés dans le cadre d'un projet, mais qui doivent répondre à certains critères d'évaluation comme Madame Visconti l'a présenté précédemment. Donc, à l'heure actuelle, là, sur notre site, on recense une centaine d'outils d'évaluation, une cinquantaine d'outils support, donc là, qui vont être vraiment des outils qui vont vous aider à la conception et aussi au suivi de votre projet. Et vous avez aussi des outils entreprises. Donc ça, c'est assez nouveau sur notre site depuis 2021. Donc, ce sont des outils qui sont en lien avec la nutrition, l'activité physique, mais vraiment auprès des salariés, des entreprises. Et on a aussi 36 fiches d'exemples d'intervention. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, chaque outil qui sont validés dans le cadre d'un projet sont reliés à ce projet. Et ce sont des fiches d'exemples d'intervention où on vous présente le projet et les différents outils qui y sont associés. Donc, Evalin, c'est un site qui est évolutif et collaboratif. Donc, on essaye de régulièrement mettre à jour des outils sur le site. Donc, au niveau des fonctionnalités, donc, comme on le disait, en fait, sur Evalin, on a une navigation qui est à la fois libre. Donc, vous pouvez accéder, comme tout site lambda, au contenu du site et une navigation personnalisée dont l'objectif est vraiment de filtrer les contenus pour avoir vraiment des réponses à votre projet. Et il suffira de vous remplir un questionnaire. Donc, ça, c'est la plus-value du site Evalin. Et si le partage d'écran fonctionne, on vous montrera comment réaliser, comment concevoir votre évaluation. Et nous avons fait un tutoriel YouTube en 2021, donc justement sur cette navigation personnalisée. Si vous souhaitez, après le webinaire, en guise de rappel, vous pouvez aller visionner le tutoriel que l'on a créé. Donc, on va essayer de repartager l'écran. On ne peut pas démarrer.
Il faut que vous arrêtiez du coup. Oui, merci. Est-ce que là, vous voyez bien notre écran? Oui, c'est parfait. Ok, super. Bon. Donc, juste pour vous présenter le site rapidement. Donc, en fait, vous avez sur votre gauche ici l'évaluation en santé. Donc, ce sont des éléments qui vous permettent en fait de faire le point sur l'évaluation, les différentes étapes et objets que vous voulez évaluer. Donc, c'est des rappels en fait théoriques. Le plus intéressant ici, ce sont les boîtes. Donc, on a des boîtes à indicateurs, outils, exemples. Donc, les boîtes à indicateurs, vous allez retrouver l'ensemble des exemples d'indicateurs qui sont répertoriés donc, en fonction de ce qu'on évalue, donc soit des ressources, processus, participation, satisfaction, résultats. Vous avez ensuite les boîtes à outils. Donc là, qui sont donc également tous téléchargeables. Donc, quand vous cliquez, par exemple, en fonction de l'objet de l'évaluation, vous avez ici, vous pouvez cocher et vous retrouvez directement tous les outils dans votre panier. Donc, il suffira d'aller le resélectionner plus tard ici. Vous avez la boîte à exemples. Donc, les exemples ici de descriptifs des programmes qui sont classés selon la population étudiée, donc enfants, adolescents, enfants, parents, professionnels. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, que dans ces différents exemples, on a des outils qui sont associés à chaque projet. Ensuite, vous avez les étapes d'évaluation. Donc, selon l'étape dans laquelle vous vous trouvez dans votre projet, il existe différents scénarios qui vous permettent de vous projeter dans votre évaluation, que vous soyez en amont, en cours ou en fin. Voilà, juste pour vous montrer rapidement. Une partie de témoignage aussi, afin que les utilisateurs du site puissent vraiment proposer leurs pistes d'amélioration ou partager avec nous des outils. Donc voilà, si dans les participants, il y a des personnes qui ont des outils à nous faire partager et qui souhaiteraient les faire valider, des outils de terrain par exemple, ils peuvent prendre contact avec nous via l'onglet témoignage. Donc, comme vous le disiez, on a l'onglet entreprise. Donc, là aussi, on a des outils qui sont relatifs vraiment à la nutrition ou l'activité physique dans le cadre dans le milieu du travail. Donc là, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. Donc, s'il y a des personnes qui veulent aussi proposer leurs outils, nous sommes preneurs. On a une partie outils support. Donc là, c'est des liens utiles que vous pouvez retrouver, mais surtout des outils qui vous permettent de vraiment des outils de gestion de projet, comme des rétro-planning types qu'on vous propose déjà, des diagrammes de Gantt, des matrices SWOT, etc. Ou d'autres outils plutôt de mesure, encore une fois, donc, au niveau de la nutrition, tout ce qui est courbe, IMC, etc. Ou des outils de santé générale, donc comme les échelles de stress, des questionnaires, comme on en a parlé tout à l'heure, de littératie en santé, par exemple. Donc là, on va vous présenter un exemple de cas qu'on a préparé en amont de ce webinaire. Donc en fait, la partie la plus intéressante ici, c'est la partie concevoir votre propre évaluation. Donc l'idée, c'est d'avoir la première étape de sélection des objectifs de votre intervention, puis ensuite de définir votre public, vos stratégies et le moment où se situe votre projet et ce que vous désirez évaluer. Donc là, par exemple, nous, on a choisi d'augmenter d'ici 2000. Il suffit juste simplement de reprendre l'objectif de l'intervention, donc qui était d'augmenter de 10% d'ici 2025 le nombre d'actions autour de la nutrition et de l'activité physique dans les écoles primaires d'une ville. Donc ça, c'est mon objectif. Je passe à la question suivante. Donc là, la population qui m'intéresse, ce sont les enfants. Ensuite, au niveau des stratégies ici, c'est d'établir un état des lieux des actions de prévention en nutrition et activité physique. Donc, on l'a préparé ici en amont pour que ça aille plus vite. Une fois que ma stratégie est définie, donc je choisis l'axe sur lequel je veux intervenir. Donc, c'est agir sur l'environnement, donc le rendre plus favorable via l'offre alimentaire et une offre en activité physique. Mais je souhaite également aussi agir par l'éducation et par l'information.
Et donc ici, dans le cadre de mon projet, voilà, dans le cadre de mon évaluation, je me situe en cours de projet. À savoir que comme on l'a dit, l'évaluation, le mieux c'est de la prévoir dès le début. Oui. Donc, après, même si vous êtes en cours ou à la fin de votre projet, vous n'avez pas fait l'évaluation, on peut toujours revenir dessus, mais le mieux c'est de prévoir dès le début du projet. Et enfin, dans la dernière partie, donc, vous devez renseigner l'objet que vous souhaitez évaluer, donc en fonction de l'ampleur de votre intervention et de l'objectif fixé pour l'évaluation. Donc, chaque personne décidera d'évaluer différents objets. Et donc là, on a choisi ici d'évaluer, nous, les processus, donc c'est-à-dire comment s'est déroulée l'intervention et si son déroulement a été en fait conforme aux prévisions. Donc là, je clique sur fin du questionnaire. Et donc, vous retrouvez encore une fois ici la boîte à indicateurs, la boîte à outils et la boîte à exemples. Donc là, ici, on a les exemples de questions évaluatives. Donc, c'est le guide qui vous propose ce type de questions. Donc là, c'est ce qu'on recherchait. C'était bien de savoir est-ce que les activités prévues ont été réalisées. Les exemples de critères, donc la réalisation des activités. Et là, libre à moi de choisir ce qui m'intéresse dans les exemples d'indicateurs. Donc, par exemple, là, c'était l'offre alimentaire. Donc, je souhaite savoir, par exemple, le nombre de menus ou de plans alimentaires qui ont été élaborés, le nombre de fontaines à eau qui ont été installées dans l'école, le nombre de distributeurs installés également. En ce qui concerne l'activité physique, je souhaite savoir s'il y a des pistes cyclables qui ont été aménagées. Je souhaite, par exemple, savoir s'il y a des salles de sport qui ont été réaménagées. Et donc, comme j'ai mis aussi par éducation, agir par l'éducation et l'information, il me propose également ces critères-là. Donc, par l'éducation, par exemple, de savoir le nombre de séances d'éducation qui ont été réalisées. Par l'information, par exemple, de me dire, OK, combien il y a eu de stands qui ont été installés. Donc, en fonction de tous ces exemples d'indicateurs, le guide Evalin me propose plusieurs outils. Donc là, encore une fois, ce sera en fonction de votre intervention, de l'évaluation, de savoir quel outil sera le plus adapté, mais ça vous permet justement de vous projeter grâce à des différents outils. Et nous, par exemple, c'était de faire l'état des lieux dans une école. Donc, quand on regarde, il y a vraiment beaucoup d'outils. Donc là, je retrouve l'outil qui m'intéresse, donc c'est la grille d'état des lieux. Donc, à chaque fois, pour chaque outil, il y a un petit descriptif et on vous dit que, par exemple, il est possible d'utiliser ce questionnaire avant, après ou en suivi d'intervention. Donc, ça matche parfaitement avec ce que j'ai sélectionné. Donc, vous retrouvez ici l'état des lieux, suivi des actions dans une école dans le cadre du projet NutriPop. Et ce qui est intéressant ici, donc voilà, c'est un document qui est à remplir par l'équipe pédagogique de l'école et on voit 30 questions à propos de l'offre alimentaire et en activité physique. Donc, par exemple, s'il y a un restaurant scolaire au sein de l'école, quel est le mode de production des repas, les élèves bénéficient-ils d'une offre de fruits le matin, en activité physique, est-ce que la cour est exploitable et adaptée pour mettre en place des activités physiques. Donc, ça va vraiment permettre d'évaluer les actions de prévention en nutrition ou en activité physique. Et donc, ça, c'est bien évidemment une idée qui permet en fait de vous projeter. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez sélectionné l'outil qui vous intéresse, vous sélectionnez l'exemple associé. Donc, comme on a vu ici, nous, c'était NutriPop. Et puis, donc, tout à la fin, vous pouvez générer une fiche projet. Donc, ça prend assez de temps à télécharger. Donc, nous, on l'a téléchargé au préalable. Et donc, vous avez un document Word comme ceci. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez sur ce document, mais c'est déjà un document pré-complété qui est généré. Donc là, par exemple, vous changez le nom des porteurs de projet, le contexte, et à chaque fois, en fait, ils vous remettent directement les objectifs de l'intervention, la population cible, la stratégie, les différents types d'intervention, et surtout le calendrier. Et vous retrouvez donc, en fonction du déroulement de l'intervention, les différentes questions évaluatives, les critères et les indicateurs. Tout ce que vous allez cocher apparaît du coup dans la fiche projet. Donc, on va reprendre notre diapo. Ça, c'était pour l'exemple vraiment personnalisé d'état des lieux autour de la nutrition et l'activité physique dans les écoles.
Et on va terminer, du coup. Juste pour, donc, on communique, donc vous avez sur le site internet, vous avez les informations, on a également une newsletter où on va reprendre différents points. Là, vous avez l'exemple de la newsletter numéro 2. Si vous souhaitez recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on peut vous inscrire et vous recevrez la prochaine newsletter. On est également sur les réseaux Evalin et on propose des formations, donc des dates de présentation comme on a fait aujourd'hui, mais un peu plus poussées avec des parties qui concernent un peu plus aussi l'évaluation, les indicateurs. Avec plus d'exemples et même avec des exemples que vous pouvez proposer. Et avec des échanges. Donc, on a 4 dates de présentation en octobre, novembre, janvier et février. Et comme on l'a dit déjà, Elise, si vraiment vous avez des outils que vous souhaitez partager sur le site Evalin, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de partager vos outils. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques ou suggestions, on est là. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai vu une question dans le chat qui demandait comment s'inscrire aux formations Evalin. Eh bien, donc, là, justement, vous avez l'adresse, donc c'est évaluation.médical@chru-nancy.fr. Donc, via cette adresse, vous simplement vous envoyez donc vos coordonnées et la date à laquelle vous souhaitez participer. Donc voilà, pour rappel, les dates qui se trouvent sur le flyer de droite. Donc, s'il y avait d'autres questions éventuellement. Alors, nous avons une question. Donc, avec Evalin, nous pouvons générer une évaluation de nos actions, mais également accéder aux actions mises en place ailleurs et partagées sur le site. Est-ce bien cela? Oui. Ça va vous donner à la fois accès à des outils d'évaluation qui sont utilisés dans les projets, mais également des liens vers des projets qui existent. Et en fait, ça va vous aider à créer votre propre évaluation de votre projet. Vous pouvez vous baser sur ces outils-là pour concevoir votre propre évaluation de projet. Donc, par exemple, si on reprend ici, on en a parlé, oui, justement tout à l'heure, calcul santé, donc vous visitez les nombres d'organisations. Et là, vous retrouvez en fait une fiche qui va vous présenter le projet et les différents outils qui sont associés ici, les outils d'évaluation. Et après, vous allez naviguer sur plus d'informations sur le projet. Donc, pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets, donc, il y a des professionnels ressources qui couvrent l'ensemble de la région Normandie. Et donc, vous avez les coordonnées. Nous allons vous transmettre l'annuaire. Donc, vous avez des coordonnateurs d'ateliers santé-ville. Donc, c'est selon votre territoire. Vous aurez un référent différent. Donc, coordonnateur d'ateliers santé-ville ou bien coordonnateur de contrats locaux de santé ou de réseaux territoriaux en promotion de la santé. Et nous avons aussi des conseillers méthodologiques territoriaux de promotion santé Normandie, donc qui viennent couvrir les territoires qui sont non pourvus de professionnels d'ASV, de CLS ou de RTPS. Donc, je vous ai mis à disposition l'annuaire. J'espère que vous le voyez apparaître, mais c'est pour vous montrer, vous avez les coordonnées des différents coordonnateurs. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils pourront vous aider à construire vos projets sur le thème de la nutrition et autres. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer une dernière chose, puisque nous avons encore 5 minutes devant nous. Hop, nous avons aussi d'autres types de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, il y a un nouveau référentiel, une synthèse qui s'appelle les 11 fondamentaux en promotion de la santé. Donc, vous pouvez, nous vous transmettrons le lien avec ce référentiel. Donc, ça reprend les éléments qu'on a évoqués aujourd'hui. Nous avons aussi le référentiel de Santé publique France, le guide d'auto-évaluation construit par et pour des associations, donc qui se pose la question et la réflexion de comment améliorer la qualité de ces actions en promotion de la santé. Ce guide ressources aussi, le kit anti-couac pour les pros,
qui a été fait par l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté et en collaboration avec l'ARS, leur agence régionale de santé. Et donc, qui est un outil qui vous donne différents éléments sur les bonnes pratiques en éducation nutritionnelle. Et donc, avec différentes parties, donc repérer le terrain avec les enjeux de santé publique liés à la nutrition, les repères pratiques et les politiques de santé, comment muscler les axes stratégiques de la promotion de la santé, les déterminants de la santé, les inégalités sociales de santé, et puis aussi quelques actions inspirantes sur la nutrition et comment adapter ces menus et ces projets au public. Donc, c'est un guide qui vous donne pas mal d'éléments, même si ce n'est pas dans la région Normandie, vous pouvez retrouver des axes en commun et des illustrations avec des actions locales. J'ai aussi indiqué sur le site Promo Santé Île-de-France, il y a un dossier sur la nutrition et l'activité physique qui est bien rempli et renseigné. Donc, vous pouvez aussi aller consulter ce site internet. Et vous avez tout un document aussi sur faire le tour de la nutrition en promotion de la santé en 80 minutes ou presque, ça dépend de la vitesse de lecture. Donc, vous pouvez aussi aller consulter cette ressource. Voilà, je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions, n'hésitez pas. Et sinon, nous pourrons clore ce premier webinaire. En tout cas, nous espérons vous retrouver pour les webinaires suivants. Donc, le prochain sur les interventions en nutrition chez les jeunes et le suivant sur comment travailler les partenariats en nutrition.